Et nous terminons en beauté avec l'au-delà. Et ça dans les deux sens, parce que Gilles, il va nous parler en fait, quand même de la religion. Donc, et en fait, quand on regarde de près, on a parlé du romanesque, etc. dans la littérature contemporaine, mais le livre fondateur du romanesque, c'est quand même la Bible. C'est incroyable, les histoires farfelues, complètement hallucinantes, et il y a beaucoup de gens qui y croient. Donc le romanesque n'existe pas uniquement dans la littérature, pas uniquement dans la fiction. J'enchaîne un peu sur ce que disaient Laurent et Dominique ce matin. Alors, et je pense que vraiment ça c'est important. Il y a ce côté-là, donc un discours romanesque dans un autre domaine, et puis le discours romanesque qui intervient aussi en politique. Alors quand on regarde, je ne sais pas, moi hier, après le resto, j'ai encore regardé les infos, et il y avait le dernier feuilleton, le dernier volet du feuilleton rocambolesque qui s'appelle Brexit, avec tout ce qui se passe en Angleterre maintenant, et je pense que ça aussi, ça relève vraiment du romanesque, donc une analyse du romanesque peut s'appliquer là-dessus, et je suis très content que Morgane va nous parler du romanesque dans la politique. Mais on va commencer avec Marina Hertram, que je vais brièvement présenter. Elle est en ce moment professeure invitée à l'université de Berlin, à la Humboldt-Universität. Et Marina Hertram a été assistante à l'Institut de langue et lettres romanes de l'Université de Regensburg. Et elle a travaillé beaucoup, évidemment, sur la littérature contemporaine. Sa thèse de troisième cycle s'occupe des structures de l'inégalité, des structures photographiques dans la littérature de l'extrême contemporain, notamment chez Patrick Deville. Et puis après, et ça c'est dû à la carrière des romanistes, elle a fait une thèse sur l'autosacramental, donc un genre qui vient du Moyen-Âge, et en fait elle a écrit le premier livre vraiment sur l'évolution de ce genre jusqu'à la postmodernité. Ah bon, excuse-moi, je suis trop lent apparemment. D'accord, bon, d'accord. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas en dire plus, donc tu as la parole. D'accord, merci donc. Voilà, les relations et les interrelations entre photographie et littérature sont nombreuses et plurielles. Contrairement aux appréhensions de quelques auteurs tels que Baudelaire, le médium visuel n'a jamais su détrôner ni compromettre les écritures romanesques. Tout au contraire, dès la vulgarisation de la photographie au dernier tiers du XIXe siècle, les auteurs, surtout de l'avant-garde, ont expérimenté de multiples alternances médiales. Si nous pensons à des exemples en partant de Bruges-la-Morte de Rodenbach, sur Nadja de Breton, jusqu'à Écouter voir de Triolet, nous nous rendons compte de l'immense potentiel romanesque, alors romanesque ici de l'adjectif, de nouveau, des enjeux intermédiaires. Comme chacun le sait, l'école du regard renforce l'importance du visuel pour l'écriture art romanesque. La poétique du nouveau roman est fortement influencée par la structure descriptive et narrative de la photo. Pensez par exemple à Instantané ou Le Voyeur de Rob Grillet. En plus, Rob Grillet souhaite une réhabilitation des textes photographiques en général et propage dans son manifeste pour un roman photo une relance du roman photo sous les signes de sa littérarisation. Le nouveau roman photo, tout à rebours au modèle paralittéraire du roman photo à l'eau de rose, voit donc, par exemple avec Fugue ou Droit de regard de Piessard et Peters, une renaissance éphémère. Le changement de paradigme esthétique à partir des années 80 mène à une diversification du champ littéraire. La photo, pourtant, ne reste pas seulement une catégorie importante pour les écritures romanesques, mais gagne encore plus d'importance. En effet, c'est dans les années 80 que la photo est finalement reconnue comme un art majeur. À l'époque, le discours théorique et littéraire sur la photo culmine dans le dernier livre de Barthes, La Chambre claire, donc une vaste réflexion sur la photographie et aussi sur la question comment écrire sur la photo en même temps qu'écrire avec. La photo devient donc sujet et objet important de la littérature narrative. Pensons par exemple à des titres tels que L'image fantôme de Guibert, Tardif instantané de Trassard ou L'appareil photo de Toussaint.
Avec la multiplication des pratiques et esthétiques romanesques jusqu'à nos jours, l'usage et la fonction de la photo en littérature se diversifient aussi. Ainsi, pendant qu'aujourd'hui la photographie fait habituellement partie du romanesque littéraire, elle s'est aussi de plus en plus souvent emparée de la bande dessinée et du roman graphique. En effet, dans les années 2000, tout un genre basé sur la photographie a émergé. La bande dessinée reportage ou bien le journalisme graphique dont l'ensemble le plus important, c'est certainement le photographe de Guibert, Lemercier et Lefebvre. Actuellement, nous observons une autre renaissance de romans photo. Donc, dans les défenseurs, les plus importants sont Grégory Jarry avec son manifeste Debout le roman photo et les éditions pictaviennes FLB-LB qui publient régulièrement des romans photos contemporains comme La Dystopie, le syndicat des algues brunes d'Amélie Laval. Mais maintenant, je veux changer pour quelques préliminaires théoriques. En principe, la relation intermédiaire entre texte et photo peut exister dans deux dimensions. Les textes intermédiaux du premier degré sont des œuvres hybrides bimédiales, c'est-à-dire qu'il s'agit des récits matériellement visualisés avec une combinaison de texte et photo. Dans les textes intermédiaux du deuxième et troisième degré, se manifeste seulement un média, la langue dans notre cours. On parle ainsi de monomédialité. Dans le cas du deuxième degré, il s'agit de changement de média. Le troisième degré existe si un média se réfère à un autre et essaie de l'imiter par ses propres moyens médiatiques. Il résulte que l'écriture photographique, comme concept théorique, se compose de deux dimensions médiatiques. D'une part, la dimension monomédiale, où les interrelations entre texte et photo se manifestent dans le code de la langue même. D'autre part, une dimension bimédiale, où le texte narratif et la photographie sont tous les deux matériellement présents et forment un ensemble. Comme ensemble médiatique, les textes bimédiaux diffèrent avant tout dans les relations hiérarchiques entre les deux médias. Dans la plupart des œuvres littéraires, comme dans mes exemples, il y a une dominance textuelle. Les fonctions des photos peuvent pourtant varier considérablement. De la fonction illustrative, où la photo est plutôt redondante, aux relations interréférentielles, où le sens de l'œuvre dérive d'un effet de synergie entre photo et texte. Pour désigner ces ensembles, nous proposons le texte phototexte par analogie avec le terme iconotexte de Montandon et Nardic, qui le définissent comme, je cite, une unité indissoluble de texte et image, dans laquelle ni le texte ni l'image n'ont de fonction illustrative. L'essentiel est que l'intentionnalité de la production vise à un artefact conçu comme unité non illustrative, mais dialogique entre texte et image. Fin de citation. Mais quels sont alors les enjeux phototextuels dans les œuvres romanesques contemporaines? En ce rôle sur la production romanesque française des deux décennies dernières montre une énorme prolifération des phototextes, en particulier dans le domaine des textes photo-autobiographiques et autofictionnels. Étant donné que la photographie est un amplificateur d'existence, ce n'est pas surprenant. En même temps, nous savons tous très bien que la mémoire ainsi que l'acte de se souvenir entretiennent une très forte relation avec la photographie. Ainsi, pour un très grand nombre d'auteurs ou bien de narrateurs de textes autobiographiques ou autofictionnels, une photographie sert, comme le fameux tremplin flaubertien, de stimulus pour la mémoire et suscite l'acte d'écrire sur son propre passé ou celui d'autrui. Comme trace matérielle du passé, des photos servent donc de documents authentiques et d'archives visuelles de la biographie du narrateur, protagoniste ou de ses proches. Il ne faut pourtant pas négliger que, de sa nature, le photographique s'approche bien du romanesque. La photo-autobiographie, écrit Gilles Maurras, étirera le temps de la prise de vue, modifiera notre passé et reconstruira notre vie en une fiction, faite d'histoires devenues romanesques. Enfin, c'est surtout dans le contexte du romanesque narratif que le photographique même devient plus ou moins romanesque. En effet, il y a deux usages principaux de la photographie, un dans l'entourage textuel, autobiographique et autofictionnel. Primo, il y a des phototextes autofictionnels où les relations dialogiques entre les médias sont contradictoires ou restent énigmatiques, comme c'est par exemple le cas d'un autoportrait en verre de Marine Daille.
Autoportrait en vers est un livre de fausses traces qui trouble la compréhension du texte. Commençons par le titre. Au premier instant, on pourrait penser que l'autoportrait en vers est une forme d'autofiction bimédiale, c'est-à-dire un texte semi-biographique qui inclut des photos pour illustrer ou souligner les arguments autobiographiques. En effet, on découvre quelques traces réelles de la biographie d'Undaï. Comme elle, la narratrice et écrivaine mariée à un certain Jean-Yves, elle a des enfants et en plus elle a un père sénégalais avec lequel elle n'a jamais eu de relations très fortes. Autoportrait en vers échappe pourtant au genre fixé. Est-ce un roman, un journal intime ou bien un long poème en prose? Donc tout ça reste la question. En effet, le texte reflète la recherche de l'auteur pour trouver sa propre forme d'autofiction à rebours, dans laquelle la narratrice reste anonyme, mystérieuse et découvre des fragments de sa propre identité troublée, en parler d'identité des autres. Comme le texte, le narratif photographique nous met sur de fausses traces, parce que les clichés dans Autoportrait en vers sont eux-mêmes d'obscures énigmes. Le texte est accompagné de 17 photos, dont 8 de la photographe française contemporaine Julie Gazin. Il s'agit donc des photos d'art qui ne sont pas des documents personnels, mais des résultats de composition artistique et bien construites. Les 9 autres photos, en revanche, sont des photos de famille datant des débuts du XXe siècle. Très souvent, elles montrent des mères avec des enfants et il s'agit... c'est pas grave. Alors, il y a des photos de famille, mais il n'y a pas vraiment des relations ni avec la narratrice ni avec Marine Daye. Les relations entre le texte et les photos sont arbitraires et n'existent pas vraiment. Sauf le fait que les photos d'albums de famille reflètent les questions sur l'identité familiale et les photos de Gazin, la question de l'identité photographique, qui sont problématisées dans les textes. Les photos brouillent les pistes, déroutent le lecteur et soulignent la défaillance de la vision réelle. Les traces photographiques restent donc impénétrables pour le lecteur. Si les photos de famille soulignent l'incapacité de la photo d'expliquer et de donner des réponses sur les questions d'identité, les photos de Gazin jouent avec la notion de la photo comme garant de l'authenticité référentielle. Par son insistance sur le flou, elle renforce le trouble indiciel et met en scène l'illisibilité de la photo qui la rapproche du fantasme et avec cela du romanesque. Enfin, les photos dans Autoportrait en vers jouent avec l'ambiguïté de la photo entre le saïté barthésien et le fantomatique guibertien. La photo chez Ndaye ne fait plus office de preuve, mais est déroutante, instable et opaque. Secundo, il y a des photos textes dont les relations sont réciproques en tant que les images photographiques complètes enrichissent, concrétisent ou bien modifient les images imaginées à partir du texte. En effet, c'est l'usage le plus fréquent dans l'univers photoromanesque contemporain. En ce qui concerne le fonctionnement de l'interjeu des médias, il y a cependant une vaste gamme de variantes dont je peux seulement aborder 2 formes exemplaires. Regardons d'abord... c'est pas la bonne présentation, je suis désolée. Il n'y a pas de... peut-être... on n'a pas le temps, mais bon. Je voulais bien montrer des photos, mais c'est pas la bonne présentation. Voilà, donc pas de photos. Alors, regardons donc sans des photos l'usage de la photo d'Annie Ernaux, coécrit avec son amant du moment, Marc Marie. Le texte retrace les événements de l'année 2003, année dans laquelle Ernaux vit une relation amoureuse passionnée et souffre d'un cancer du sein. La photographie, et aussi la réflexion sur le média, jouent un rôle important dans toute l'œuvre ernaussienne. L'usage de la photo est pourtant son premier texte bimédial. En effet, les livres est le résultat d'un jeu photolittéraire bien expérimental qui contient au total 14 photos en noir et blanc. Les photos montrent des lits défaits, des chaussures, des vêtements et sous-vêtements épars jetés au sol dans l'urgence des ébats sexuels. Les textes, en tant que légende ekphrastique des photos, sont écrits en parallèle. Malgré cette vocalisation des images à 2 voix, la dominance structurelle et quantitative d'Ernaux se manifeste nettement. Dans la préface, Ernaux explique les règles de leur projet photolittéraire. Je cite : « Une règle s'est imposée entre nous spontanément. Ne pas toucher la disposition des vêtements. » Fin de citation. Tout en comprenant la photographie dans le sens de Bourdieu comme art moyen,
Ernaud transpose son style littéraire sur la photo pour renforcer son caractère spontané et indiciel. Comme avec son écriture plate, qui renonce volontairement à tout esthétisme littéraire pour accéder au réel objectif, chacune des photos doit être un instantané unique, d'un arrangement né du désir et du hasard, voué à la disparition. Malgré l'apparition de la photo comme une saisie instantanée du vécu, comme un document historique garantissant une certaine authenticité du réel, la photo est également vue comme machine à histoire. Selon Ernaud, la qualité narrative, voire romanesque de la photo, résulte du jeu intermédiaire entre photo et ekphrasis photographique. Elle utilise la photo comme stimulus qui déclenche l'acte d'écrire. Elle souligne que, je cite, « C'est mon imaginaire qui déchiffre la photo, non ma mémoire ». Fin de citation. Selon Ernaud, le vrai sens de la photo écrite et décrite n'est pourtant développé que dans l'imagination du lecteur. Je cite, « Le plus haut degré de la réalité, pourtant, ne sera atteint que si ces photos écrites se changent dans d'autres scènes dans la mémoire ou l'imagination du lecteur. » Fin de citation. Comme dans tous les romans ernaudiens, nous y trouvons une relation paradoxale entre l'intérieur et l'extérieur, entre témoignages personnels et intimes et son mise en scène comme expérience extériorisée, voire universelle. Ce qui nous est présenté sont donc des biographèmes photographiques vides ou bien fantômes, car il s'agit des traces qui témoignent plutôt l'absence que la présence. Les vêtements photographiés ne sont que des enveloppes vides du corps absent. Les photos ne tracent donc qu'une invisible présence, tout comme la photo argentique elle-même, qui n'est que la trace chimique du saïté. Enfin, la série des biographies photographiques raconte le développement de la relation amoureuse d'un côté et du traitement de la chimio de l'autre. Bien paradoxalement, juste au moment où la chimiothérapie approche sa fin et la vie s'annonce comme vainqueur, l'intensité du désir sexuel commence à se dégrader, à mourir. Si au début, la photographie n'est pas liée à la mort, mais au contraire est fondamentale à la vie, à partir de la photo sur la page 108 que vous ne voyez pas maintenant, les photos montrent des natures mortes beaucoup plus calmes, qui tendent beaucoup plus vers l'abstrait, qu'elles sont des traces visibles de la jouissance. En même temps, c'est juste à ce point-là que l'absence du saïté devient plus forte que le caractère indiciel de la photo. À ce point-là, la photo révèle son caractère métaphysique à Ernaud, qui, à travers de la réflexion sur l'ontologie de la photo, commence à se pencher sur sa propre mortalité. Ernaud utilise la photo donc principalement pour écrire sur sa maladie et la mort. La dernière photo marque très nettement la fin de leurs expériences expérimentales et de leur amour. Cette photo n'est plus une saisie instantanée et imminente du désir vécu. Marie constate, je cite, « Au final, cette image porte en elle la limite de notre travail. Là où prédomine la recherche esthétique, le sens fait défaut. » Fin de citation. Et Ernaud conclut, je cite, « Impression que M a photographié une toile abstraite dans une galerie. Tout est transfiguré et désincarné. Paradoxe de cette photo, destinée à donner plus de réalité à notre amour et qui le déréalise en fait. Elle n'éveille rien en moi. Il n'y a plus de vie ici, ni le temps. Ici, je suis morte. » Fin de citation. Donc, à quelle conclusion parviennent donc Ernaud et Marc avec leur usage de la photo? La sagesse acquise dans l'expérience expérimentale de l'usage de la photo est finalement la constatation de notre mortalité et donc la valeur de l'instant. Mais c'est aussi une victoire sur la mort et sur le cancer, comme pour souligner que cette lutte, Ernaud a eu le dernier mot. Contrairement à Marine Daille et Annie Ernaux, qui dans leurs travaux traitent de la photographie de diverses manières, mais ne sont pas des photographes amateurs, Sophie Calle est l'une des artistes au double talent qui présente à la fois des œuvres photographiques et des œuvres phototextuelles. Donc, je n'ai pas des photos non plus ici. Ah oui, si. Ah oui, très bien, voilà. Alors, comme autoportrait en verre et l'usage de la photo, des histoires vraies, est un phototexte qui exploite toutes les ambiguïtés de l'autofiction, mais aussi de la photo-autobiographie. Car même si la plus grande partie des photos représente des objets et ou des lieux, Calle y inclut aussi des autoportraits. Comme chez Ndaye, il n'y a ni de référence explicite à la présence matérielle des photos, ni des réflexions théoriques sur la photo en tant qu'elle. La relation entre les photos et les brefs textes doit donc être établie par le lecteur.
En effet, des histoires vraies est aussi une expérience expérimentale, mais plutôt dans le sens qu'il s'agit d'un work in progress. Depuis la première édition, parue en 1994, Cal a régulièrement réédité et enrichi les histoires vraies. Chaque double page livre un fragment de vie, tantôt légère et drôle, tantôt sérieux, dramatique ou même cruel. Au moment des confessions, la narratrice se dévoile et se décrit tour à tour comme objet de désir, d'obsession, de frustration ou d'agression. Soulignant pourtant que ces microfictions phototextuelles présentent les expériences d'une vie et non pas celles de l'artiste écrivaine. Dès là, il ne faut pas croire que la photo soit plus sûre que le texte, ni qu'elle fonctionne comme épreuve d'une vraie expérience autobiographique. Quoi illustre quoi, on pourrait se demander. Est-ce une photo qui illustre une histoire prétendument vraie, ou est-ce un texte qui illustre une photo prétendument non enragée? Ce qui est bien clair chez Arnaud reste complètement incertain chez Cal. Car même s'il semble incontesté que c'est la littérature qui donne sens à la photographie, rien n'atteste que les photos soient celles des événements réels plutôt que des images reconstruites par la suite ou bien arrangées artificiellement selon une histoire complètement imaginée. Malgré le fait donc que l'écriture dépouillée de Cal, autant que celle d'Arnaud, est dépourvue de stylisation particulière et semble se mettre au service d'un effet réel, et que l'inclusion des photos semble soutenir l'authenticité des histoires annoncées par les titres, l'usage de la photo dans des histoires vraies est complètement différent à celui d'Arnaud. Donc regardons par exemple l'histoire de la chaussure rouge que vous ne voyez pas, d'accord, donc désolé, dont la narratrice prétend avoir gardé une des chaussures comme trophée. Le chapitre est introduit par une photo nature morte, fortement stylisée, qui montre en gros plan une chaussure rouge. Bien évidemment, la photo est tout sauf un instantané de l'objet original de l'époque, donc de l'enfance de la narratrice. Mais elle focalise l'attention du lecteur à cet objet-là, même avant la lecture du texte. Or, la photo elle-même fonctionne plutôt comme photo symbolique que d'une preuve. La photo dans le faux mariage, au contraire, semble la vraie trace photographique d'un événement familial. En effet, le chapitre prétend explicitement pour sujet le jeu permanent avec le faux semblant et la dissimulation de la réalité. Cal nous y rappelle l'ambiguïté interprétative de la photographie. En nous montrant une photo de mariage, la narratrice nous avoue qu'il s'agit d'une cérémonie mise en scène, fait que nous n'aurions jamais deviné sans cette explication. Si la plupart des photos ne cachent pas d'être le résultat d'un arrangement artistique, il y a pourtant une seule photo qui paraît vraiment témoigner une scène réelle. Il s'agit de la photo du chapitre Le Coup, qui semble être une photo Polaroid, donc instantanée, spontanée par excellence. Le fait que la photo présente des traces d'usage, comme des égratignures, suggère qu'il s'agit d'une photo Polaroid des années 80. La seule photo prétendument vraie atteste pourtant une histoire fantasmagorique. C'est que la narratrice nous raconte l'histoire peu plausible de la ligne rouge sur son cou, apparue quasi prémonitoire sur la photo 2 semaines avant qu'elle s'ait fait agresser dans la rue. Alors pour conclure, les photos et textes de Cal oscillent donc toujours entre vraie imagination et mensonge, de toutes sortes que faction et fiction soient indissociables et forment une autre réalité qui du fond est fortement romanesque. Donc merci bien, donc désolé pour... Bon, merci beaucoup Marina et aussi pour avoir respecté le temps scrupuleusement. Donc on a vu, on passe déjà maintenant à l'usage de la photo pour le romanesque ou au service du romanesque, et maintenant on va encore aller un pas plus loin, c'est-à-dire on va regarder le romanesque dans des séries télévisées. Et j'ai l'honneur de vous présenter Gilles Viennot. Il est professeur à l'université de Fayetteville, s'il vous plaît, dans le Arkansas, et il a publié sur la littérature contemporaine, notamment Houellebecq. Et là, je crois que ça va sortir, c'est un livre qui s'appelle Screening Youth, et c'est sur la représentation de la jeunesse dans le cinéma français et francophone. Et je donne immédiatement la parole. Merci beaucoup, Johan. Merci aux organisatrices, Anne-Sophie et Morgane. Merci aux intervenants
pour leur présentation. Je vais parler aujourd'hui d'une série française qui s'appelle « Ainsi soit-il ». Le titre de travail était pendant longtemps « Ministère ». Le titre anglais « The Churchman ». Il était disponible sur Netflix temporairement, et puis en allemand « Deine Wille geschehe ». Et c'est une série créée par David Elkheim et Rodolphe Tissot, produite par Zadig Productions pour Arte France et diffusée entre 2012 et 2015. Le niveau des séries françaises s'élève mais demeure modeste. A l'inverse, Ainsi soit-il saisit d'emblée le spectateur par son ton juste et son vaste univers diégétique. La série s'attelle pourtant à un monde en décrépitude, celui de l'Église catholique en proie au vieillissement, ainsi qu'aux doutes, railleries et scandales. Les personnages auxquels le scénario touffu donne vie placent au centre le rapport humain dans ce qu'il a de noble et nécessaire. Penser est le maître mot de la série qui s'appesantit sur Yann Lemaiger, Raphaël Chansaume, Guillaume Morvan, José Delsarte et Emmanuel Charrier, 5 jeunes hommes engagés dans la voie de la prêtrise, et qui détaillent les procédures dérivant de cette entreprise, accueil au séminaire, rencontre des mentors, premier pas. Ces étapes liminaires sont suivies de 2 années d'études jalonnées d'errements menant de l'âge des possibles à la cristallisation des choix. Cette présentation s'attachera à démontrer qu'Ainsi soit-il, fresque politique, constitue une réflexion romanesque sur le destin, l'exercice du pouvoir et les risques pesant sur le patrimoine culturel français. Ainsi soit-il remet le romanesque au goût du jour à travers divers thèmes et modalités que je m'empresse d'étudier. La série connecte le malaise de la France contemporaine à un flottement identitaire, à la fragilisation du noyau familial par le néolibéralisme et à l'affaiblissement de la foi chrétienne, tandis que l'islam s'affirme. Cette vision est étayée par des points de vue complémentaires, d'où émerge un espoir prudent qui confère à la série des vertus apaisantes. En introduction, je présenterai le dispositif et les ambitions déployées par la série, puis j'aborderai la crise de la transmission culturelle. Enfin, je poursuivrai avec le poids écrasant du désir et du sentiment amoureux mis à mal par l'atomisation sociale, l'anomie et l'appauvrissement de la langue. Enfin, une 4e partie se concentrera sur les aspects plus sombres de la série et ses quelques vertus corrobatives. Donc, premier moment, dispositif et ambition de la série. Ainsi soit-il possède peu de points de contact avec d'autres séries, néanmoins, In Treatment, centré sur la psychanalyse, vient à l'esprit pour son évocation de la spiritualité et les grandeurs et vicissitudes des échanges humains. La série brosse un tableau passionnant de l'état d'esprit qui règne dans une France fragilisée par la globalisation, mettant à mal ses principes de socialisation. Généreuse envers les laissés pour compte, mais endolorie par l'hégémonie culturelle anglo-saxonne, la France fait face à de nouvelles menaces et des instabilités découlant en partie d'une pression migratoire soutenue et du fondamentalisme religieux. De ce malaise, Ainsi soit-il, dresse un descriptif sans compromis ni omission, postulant que la France aborde une bifurcation fondamentale, pour reprendre un terme welbeckien. En regardant la série, l'auteur vient à l'esprit en raison de sa grille de lecture, certes polémique. Soumission, son avant-dernier roman, centré sur la foi, construit autour de François, un spécialiste de Huysmans, dont il étudie la conversion religieuse, décrit le ralliement fataliste de la France à un président islamiste après des affrontements sanglants entre salafistes et activistes d'extrême droite. Les jeunes gens dépeints dans Ainsi soit-il, jetés dans des trajectoires diverses, exemplifient des situations distinctes. Une foi jusque-là inébranlable, Yann, les privilèges de l'argent, Raphaël, une famille dysfonctionnelle, Guillaume, une orientation sexuelle mal vécue, Emmanuel, la réhabilitation après la prison, José. Attachant, conscient des sacrifices imposés par le sacerdoce, ils se retranchent de la société pour mieux la conceptualiser. En rupture avec une société incroyante et décourageante, ils aspirent à faire de l'Église le lieu principal de leur vie et de leur foi, l'axe de leur existence. Sur un ton solennel, la série mêle les abstractions intemporelles, le devoir, le désir, la colère, la démesure, à des fils narratifs épousant la réalité contemporaine. L'action s'établit à Paris, dans le couvent des Capucins, et au Vatican, où vivote un pape vieillissant, inconscient des manigances relatives à son remplacement. Avec autorité, la série place ses protagonistes dans des situations indécises, propices à les tester, et s'attelle au péché autant qu'à la vertu. Chaque personnage tombant dans les raies de la confusion. Alors, dans un deuxième moment, je vais parler de la transmission culturelle, le sujet central. L'adaptation constante à un réel mouvant et superficiel a rendu caduque toute relation à une figure tutélaire ou spirituelle, invite à penser la série.
Mais les séminaristes ont une ligne directrice, dépasser le matérialisme en se plaçant sous l'égide de prélats d'expérience. La série s'attarde ainsi sur le père Étienne Fromanger, le père Dominique Bosco, Monseigneur Gant, etc. Des hommes riches d'enseignement pour qui daignent les écouter et dont émane une sagesse chèrement acquise. Leur bienveillance, leur visage buriné, leur regard délavé par une vie d'effort et de lecture invitent le spectateur à se détourner des figures médiatiques dominantes et l'enjoignent à questionner ses choix. Dans cette série travaillée par la question de l'identité culturelle dans une France en mutation, ces vénérables visages ouvrent une fenêtre sur une manière de penser et de s'exprimer ayant filé dans les interstices du temps. Le contraste avec le lexique sommaire des séminaristes invite à concevoir qu'une partie du malaise provient de l'appauvrissement du langage. À l'opposé de la désagrégation culturelle accentuée par la technologie, les hommes mûrs, d'ainsi soit-il, promeuvent le livre, sédimentation d'intelligence reléguée à l'arrière-plan par la culture audiovisuelle. La série reste sciemment à l'égard de la technologie, Internet en est presque absent. Yann consulte Facebook pour y retrouver d'anciennes photos de Fabienne, la fille autour de laquelle il gravite, et pour comprendre son passé. Pourtant, on comprend bien que les réseaux sociaux, béquilles défaillantes, désactivent la mémoire pour ce personnage. Lorsque José divulgue en ligne le lieu de rendez-vous pour des sans-papiers, auxquels il offre son aide, son geste se solde par un fiasco. La parole colportée par les mentors, successivement bienveillante et critique, contraste avec l'amertume émanant des propos des prêtres provinciaux qui accueillent les séminaristes à l'issue de leur formation. Deux types d'hommes de Dieu sont confrontés à la vieillesse dont ainsi soit-il, des âmes nobles qui franchissent les épreuves avec résilience et des âmes en peine au bord de l'écroulement, tels le père Chalumeau, le prêtre aigri qui forme Guillaume, ou le père Vallier, dont Yann dénonce les exactions pédophiles. Via cette dichotomie, la série met en garde contre la désunion et la tentation de privilégier la jouissance personnelle à l'intégrité d'autrui. Les narrations croisées démontrent qu'une église oublieuse de ses devoirs, échouant à remotiver ses bras vaillants, qui œuvre au contact d'un public clairsemé, est appelée à disparaître dans des soubresauts et des scandales. Œuvre chorale, la série mêle verve romanesque et réalisme désenchanté. Emmanuel, jeune homme d'origine africaine adopté par une famille française, se détourne de cette famille, honteux de son attirance pour les hommes et d'un rapport sexuel tarifé avec un jeune homme lors d'une fouille archéologique. Au séminaire, son échec à se conformer au dogme rehausse l'abnégation de ses 4 acolytes. Dans une séquence programmatique soulignant les dégâts psychiques des traumatismes, Christian d'Orgemont, courtois et athlétique, leader naturel chargé d'accueillir les séminaristes, connaît un revers cuisant. Au foyer Notre-Dame du Bon Secours, lieu d'accueil pour jeunes femmes en difficulté, Christian est agressé par l'une d'entre elles, qui lui arrache la clé des mains et le frappe au visage. Emmanuel, tétanisé, se cache pour prier. Peu après, Christian en proie à une crise de nerfs, décapite d'un coup de poing rageur la statue de Sainte-Claire, patronne du séminaire. Au matin, chacun découvre abasourdi la statue vandalisée. Le père Fromanger refuse d'appeler la police car, selon lui, la compassion s'impose pour celui qui s'est fait du tort. José est accusé, aussi Emmanuel révèle la vérité. Christian, banni, demande pardon à ses camarades. Cet épisode jette le froid et rappelle que si la tolérance prime, une ferme discipline s'applique lorsque nécessaire. Sommés de comprendre les principes dispensés, les séminaristes doivent aussi les intégrer en acte. Troisième moment dont on a parlé, le poids de la sexualité, l'économie du libidinal. Après que les séminaristes fraîchement arrivés au Capucin assistent à une messe, c'est sur Yann, un garçon au grand cœur, que s'ouvre la série. Après une enfance calme, baignée de valeurs chrétiennes et de scoutisme, Yann et Fabienne s'éveillent chastement à la sensualité. Yann tient à distance ses sentiments et désirs lorsque Fabienne les accueille. Leur apprentissage est romérien. Yann n'admet son amour que lorsque Fabienne s'éloigne, ainsi il enrage lorsqu'elle se fiance par dépit avec un autre. La mièvrerie initiale de leur rapport fait place au réalisme. L'échange familial doit être aussi refondé. D'ordinaire policé, Yann s'enhardit étrangement, et à son père, Patrice, qui lui propose une balade en forêt pour se ressourcer, Yann suggère donc à son père qu'il fasse l'amour à Madeleine, sa femme, selon lui délaissée. Dans Ainsi soit-il, affiner ses choix de vie à partie liée avec la douleur. La série souligne ce que le rapport sexuel a d'impérieux et d'incommodant. Yann et Gary pourraient choisir la prêtrise pour éviter ces questions et s'éloigner d'une famille en crise. Sa naïveté le rend d'abord vulnérable aux caprices du sort et à la moquerie des autres séminaristes. 2 scènes mémorables éclairent ce personnage. Dans la première, lors d'une répétition musicale, Yann, désarçonné mais émoustillé,
découvre le refrain d'une chanson gaillarde composée par sa partenaire musicale Camille, étudiante en philosophie. La chanson se réfère au désir entre filles et scande « Madame ne pense qu'à mon cul ». Peu après, présentant la chanson au promoteur d'une salle de concert, Yann, plus détendu, par les critiques de cet avertissement comique, c'est une chanson d'amour. Reconsidérant les conventions et interdits, Yann laisse croître en lui la part naturelle qui lui faisait défaut. Rugueuse mais perspicace, Camille le contraint à accepter l'existence du désir. Discutant du trouble survenu entre Fabienne et Yann lors d'un voyage, Camille martèle que non une ferveur mystique, comme Yann s'en persuadait ingénument, c'est le désir qui les aiguillait, ou plutôt l'appel de la chatte, comme elle le résume poétiquement. Sous l'influence de substances illicites, Yann couche avec Camille, et donc la thématique Houellebecquienne s'affermit. La seconde situation où Yann se fait violence fait encore intervenir le désir, cette fois contaminé par la perversité. Exposé à la puissance du mal, Yann contraint le père Vallier, prêtre de Plouigneau, à avouer à la police ses crimes pédophiles. Ébranlé quand ce drame s'ébruite, Yann rabroue sans ménagement une journaliste venue l'interroger. Puis il se mue en un individu plus retors, carapacé de pragmatisme. Doté de subtilité et d'humour, il est enfin prêt, pour une autre expérience transformative, à accueillir sa relation avec Fabienne. La thématique du mariage des prêtres irrigue la série. Yann sait qu'il devra trancher entre les deux existences. Restaurer la foi, la morale et l'espoir, réinstiller l'amour dans des vies déréalisées par la technologie et l'argent, résoudre l'épineuse question de l'abstinence sexuelle des prêtres, conclut les recommandations discrètes de la série qui s'achève sur la vraisemblable et tardive union physique entre Yann et Fabienne. Quatrième moment, ainsi soit-il, scrute la fracture sociale et la faillite morale, peut-être. La série recèle une dimension sombre. La brebis galeuse y est un personnage récurrent. José part avec un handicap, ancien délinquant issu d'une banlieue défavorisée, il a connu les trafics et la violence. L'instinct de survie l'a contraint à tuer un gangster russe. Le séminaire est sa dernière chance. Dénué d'entre-gens, de relations, sa bravoure lui ouvre miraculeusement les portes du séminaire. José suit ainsi le père Fromanger dans une librairie et il l'impressionne par sa maîtrise de l'œuvre de Saint-Augustin. Torturé par son crime, José peine à se lier avec autrui, mais sa ferveur inflexible excède celle de ses confrères. Guillaume doute, Yann hésite, Raphaël se rabat sur la fonction mondaine d'attaché culturel au Vatican. Via une argumentation politique stimulante, explorée via la voie romanesque, ainsi soit-il, sonde le lien parfois ténu séparant la vertu de la faute morale. Raphaël, dont la famille loge dans un hôtel particulier du 16e parisien, doit lui aussi rompre avec la succession familiale. Son père Antoine précipite l'entreprise familiale dans l'illégalité. Veule, il demande à Guillaume, son fils aîné, de parapher les documents incriminants. Poursuivi par la justice, celui-ci se suicide au terme d'une dérive solitaire et alcoolisée. Raphaël multiplie les aventures sexuelles pendant le séminaire et couche avec sa belle-sœur Anne-Cécile, veuve de son frère. Dans son étude des ravages d'un milieu familial néfaste, ainsi soit-il, souligne que la morale bourgeoise, lorsque vermoulue, conduit aussi à des méfaits majeurs. La redécouverte opportune des Écritures par Antoine Chansaume, le père, trahit sa vision cynique de la religion. L'obsession du pouvoir est une source potentielle d'abus. L'évêque Poilot, appelé à remplacer contre son gré Monseigneur Roman, le président de la Conférence des évêques de France, exemplifie cet aspect. D'abord réticent et gauche lors de ses premiers déplacements, au prix de sacrifices, il assainit les finances de l'Église pour éviter la banqueroute redoutée. Un échange lapidaire avec les banquiers lui révèle que l'Église et ses diocèses sont traités comme de banales structures et donc le défaut de paiement les condamne à la faillite. Monseigneur Poilot, qui s'avère un prélat avisé, est soudain dévoré par l'ambition. Il brigue le poste de pape et n'échoue qu'à la dernière étape. Sa dérive ambitieuse est une critique dissimulée des arcanes du Vatican où s'activent des prélats carriéristes tandis que les fidèles désertent les bancs de l'Église. Ainsi soit-il, dénonce l'omniprésence aveuglante de la variable financière dont on parlait ce matin. À l'image du monde, l'Église est contaminée par l'obsession des tractations financières au détriment de l'éthique et du respect du patrimoine. Cette culture artificielle semble promouvoir l'inhumanité. Fait symbolique, c'est un évêque africain, un continent à la fois fervent, qui barre la route à Poilot. Percevant que les luttes d'influence tous azimuts corrompaient son éthique, Poilot est rasséréné par son échec. Ironie douce amère, Monseigneur Poilot doit céder le couvent des Capucins à un prince qatari.
Discrètement taxée d'incurie, la France néglige son patrimoine, dont des pans entiers, d'après la série, pourraient être vendus aux plus offrants. Dernier moment. Ainsi soit-il, débouche malgré tout sur un filon d'optimisme. Les médias brossent à l'envi un portrait tragique de la France actuelle. Dans la série, les protagonistes se forgent un destin assumé et valide, invitant à voir que la grandeur de la culture française peut être préservée en soignant la qualité des échanges. Cette soif de vitalité se manifeste à l'écran par des couleurs chaudes. Chaque personnage, doté d'épaisseur et d'une voix propre, délivre une réflexion fructueuse. Alors qu'abondent aujourd'hui des récits d'autodestruction, de plongée dans le non-sens, frappés sous le sceau de la solitude, tandis que la fluidité postmoderne favorise des histoires embryonnaires, ainsi soit-il, déploie des narrations complexes où gravitent des êtres empathiques doués pour l'échange. Accréditant partiellement le retrait du sens, la série avance que la déstructuration sociale génère stérilité et mélancolie. Ainsi soit-il, réaffirme la subsistance de la capacité humaine à débattre de thèmes ardus, notamment les racines judéo-chrétiennes françaises, et postule que l'excès de politiquement correct improductif mure les êtres dans le silence, la colère ou le déni. La série redonne confiance dans le langage. La 3e saison se concentre sur le passage de la théorie à la pratique. Les 3 séminaristes encore en lice sont conviés de faire primer l'action, mais c'est encore leur parole courageuse qui atténue la détresse d'autrui et qui assure une prise sur le réel. Conférant de la dignité à l'expression du malaise, il réhabilite ainsi le verbe. Toutefois, la série suggère que le tissu social se défait et que les griefs s'accumulent. La crise française, non traitée frontalement par la série, est constamment analysée. Ainsi soit-il, documente une France qui pense et agit. Certes, le manque d'épaisseur des protagonistes féminines, effacées ou libidineuses, peut être délibéré et problématique. Exception de taille, Sœur Antonietta, fluette et séduisante, dotée d'aptitudes peu communes, notamment musicales. José Delsarte finit par incarner le salut et l'optimisme. Son visage un peu marqué témoigne des obstacles rencontrés. Avec lui s'écrit en filigrane le roman familial des banlieues françaises, où les lois sont parfois bafouées par une frange de jeunes hommes, grandissant sans repère, débouchés, modèles vertueux, manipulés par les caïds qui insufflent en eux l'espoir de se faire un nom par la violence. Victime d'influences déplorables, José a commis l'irréparable, un homicide sur la personne d'un gangster russe. Il s'engage donc avec sa vigueur résiduelle dans la prêtrise, mais la veuve du gangster le pourchasse, assistée par les complices de son mari. José est fait prisonnier, la veuve intime à son jeune fils de statuer sur son sort. Nouvelle preuve de la transmission viciée et du cycle de la haine, l'adolescent requiert que José soit exécuté. José se laisse conduire dans la forêt, la balle lui brise la colonne vertébrale, laissé pour mort il survit, mais devra se déplacer dans une chaise roulante. Et il s'en accommode, car l'essentiel pour lui, dès lors, est de lutter pour son salut et celui de ses paroissiens. Son passé criminel lui confère d'ailleurs une légitimité supplémentaire auprès de ses paroissiens. Sa lutte à lui est langagière, accueillie avec solennité dans sa paroisse toulousaine. Lors de sa cérémonie d'entrée en fonction, José délaisse le protocole, replie la feuille où s'étalait son discours inaugural et enjoint avec force l'audience à prier avec lui. Cette ferveur désarme et séduit l'assistance. Guillaume s'affirme comme l'autre centre focal de la série, désabusé, volontariste, assez lucide pour décoder le présent, mais souvent trop là pour l'infléchir. Il tente de se conformer à son idéal, mais sa liaison avec Emmanuel anéantit sa tentative d'expurger le pulsionnel de sa vie. Guillaume jouit de liens étroits avec sa famille, néanmoins dysfonctionnels, notamment avec Odile, sa jeune sœur, enceinte, qui doit recourir à un avortement, et avec sa mère, Maryse, divorcée, en couple avec un jeune homme. Ses relations avec ses mentors, ses condisciples ou des inconnus sont empreintes de cordialité, à l'inverse de son rapport avec le père Chalumeau, qui lui préfère le père Nyanga, son stoïque collègue africain. Solitaire et cynique, le père Chalumeau souffre de l'amenuisement drastique du pouvoir spirituel des prêtres depuis que la France tourne peut-être le dos à sa culture chrétienne. Mission symbolique, Guillaume est chargé de désacraliser une église promise à la démolition. Sa gentillesse la fait mettre à disposition d'ouvriers musulmans, priant avec humilité dans le froid hivernal lors de leur pause. À force de concessions, cependant, Guillaume perd son ancrage, tandis qu'Emmanuel, revenu à l'archéologie, délaisse le sacerdoce et le salut de l'âme humaine qu'il s'est corrompu. Voilà. Et je passe à une rapide conclusion. Pour ainsi soit-il, le retour de la cohésion passe par la défense de la spiritualité, par le dialogue et, sans doute, par le romanesque, oblitéré par le consumérisme.
Ces séminaristes sont à l'image de la France, peut-être friables à force d'être malléables. Le chemin de leur foi se heurte à l'impossibilité de se reconnecter avec une France qu'on a pu croire éternelle, mais qui n'est plus. La France actuelle, assemblage de communautés, doit tisser de nouveaux liens, et la chrétienté doit faire une place à l'islam. Ainsi soit-il, par son titre, évoque un double constat. La célébration inquiète d'un passé culturel faste, de l'autre, la nécessité d'admettre sagement que cette période est révolue et que la société normative d'antan a laissé place à une société postmoderne divisée et régie par l'économie. L'amertume affleure devant une catastrophe peut-être plus perçue que réelle. Ainsi soit-il, narrativise le trouble à travers des jeunes âmes à qui incombe le changement, mais qui peinent à l'intégrer dans leur vie, tandis que leurs mentors sont âgés, malades ou mourants. La surprise qui les attend, les séminaristes, c'est que l'Église, non un refuge pourvoyant la société civile en sagesse, culture et altruisme, est durement impactée par le paradigme contemporain, alliant individualisme et vacuité. Voilà. Merci Gilles pour cette belle illustration d'une thèse de ce colloque que le romanesque évidemment a immigré aussi vers d'autres genres, d'autres médias. Et je pense que cette série, je ne connais pas, encore une série que j'ai ratée, mais elle illustre ça très très bien, cette thèse. Bon, donc on passe directement à la troisième conférence. Je vais brièvement dire quelques mots sur Morgane Kiefer. Elle enseigne la littérature contemporaine à l'Université Paris-Nanterre. Elle a écrit une thèse sur le romanesque paradoxal, forme et usage contemporain de l'esthétique romanesque chez Toussaint, Kaplan, Montalbetti et Viel. Elle m'a donné une fiche où elle marque ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle ne mentionne pas, modestie oblige, que cette thèse a mine de rien quand même reçu le prix du jeune chercheur, ou je dois dire de la jeune chercheuse. Elle a écrit de nombreux articles sur Toussaint, Lenoir, sur Redonné, Montalbetti, etc. Et elle est, depuis quelque temps, critique littéraire chez Diacritique. On raconte qu'elle a organisé, avec une jeune collègue vivant en Allemagne, un colloque mémorable sur le romanesque, mais ça, j'en doute. Merci Michel pour cette présentation très michonnienne. On dit que Morgane Kiefer et Anne-Sophie de Marillac auraient écrit ou organisé un colloque ensemble. Comme il n'y aurait que le fil du premier jour de notre colloque, je tâcherai de tenir le temps imparti par les sévères organisatrices. Super, c'est la première qui le dit. Alors, comment toutefois essayer de parler de romanesque après ainsi soit-il? Je crains de ne pas parvenir à présenter quoi que ce soit de si haut en couleur ou rocambolesque. Et néanmoins, j'ai un héros qui, je crois, peut-être fera l'affaire. Alors, ce projet de communication est né d'un carambolage. Plutôt que de la rencontre, soyons très honnêtes, entre deux remarques qui m'ont beaucoup marqué l'an dernier, émanant de deux personnalités pour le moins distinctes, Tiffaine Samoyo et Emmanuel Macron. Première remarque donc, une déclaration à J-2 mois du rendu de ma thèse du président de la République à Michel Crépu de la NRF. Je suis l'incarnation du goût du peuple français pour le romanesque. Bon, ça, on n'a fait qu'un tour. Deuxième remarque, ou interrogation plutôt, Tiffaine Samoyo, lors de ma soutenance de thèse, qui termine son intervention par une question laissée ouverte et qui me travaille depuis lors. Mais le romanesque, au fond, peut-il être politique? Politique dans cette remarque, je crois, prenant le sens que lui donne Chantal Mouffe, c'est-à-dire le sens d'un espace multipolaire, de conflictualité, d'antagonisme. On voit bien là deux pierres de touche et le plaisir d'un voisinage incongru en prime, pour une tranchée ouverte complètement hors des sentiers de ma recherche habituelle, qui travaille ou se déploie à partir de l'esthétique, sa définition au fil de la modernité, ses réinvestissements, pour étudier ses usages et orientations éthiques par le prisme de la réception pragmatique. Il ne manquait qu'un hic, et donc je vais essayer aujourd'hui de m'y affronter. Et la remarque de Tiffaine Samoyo pourrait, je crois, se déplier ainsi. Le romanesque, entendu comme un répertoire narratif plus ou moins figé à partir d'une tradition pluriséculaire et partant fondamentalement conservateur dans la forme. Et d'autre part, axiologiquement déterminé par un imaginaire du grand spectacle et, on l'a tellement dit ces 3 derniers jours, de l'adhésion affective,
peut-il prendre en charge un discours critique du monde? N'est-il pas si profondément ancré dans un régime symbolique de représentation de l'expérience humaine, par condensation et stylisation, c'est la fameuse particularité mimétique dont parle Jean-Marie Schaeffer, qui ne saurait se confronter à sa réalité matérielle, historique. Si le romanesque fonctionne comme l'un des mythes possibles de la modernité, à la manière que Paul Venn décrit lorsqu'il parle des mythes grecs, est-ce qu'il n'est pas alors le lieu du consensus par excellence, au sein d'un ensemble idéologique ou d'un autre, finalement, peu importe? Le romanesque ne pourrait jamais être que l'illustration, la représentation de la politique, mais jamais le lieu de l'élaboration ou de l'ancrage historique dans le politique. Bon, une précision conceptuelle avant de plonger toutefois sur la distinction à opérer ici entre romanesque, fiction et récit. Pour aborder les usages du romanesque en politique et dans le monde, il convient de faire la part de ce qui en lui tient de l'agencement narratif, obéissant à un double principe de causalité et de successivité chronologique, et contribue à l'instauration ou la restauration du sens, dans la perspective qui est celle de Ricoeur, autour de l'identité narrative notamment. Ce qui tient ensuite de l'immersion fictionnelle, étudiée par Schaeffer sur le plan cognitif, et ce qui tient en propre au romanesque, cet effet de grandissement bigger than life, comme le dit Dominique Rabaté, et c'est le sentiment d'être enfin le héros de sa propre vie. Est-ce que cette tension-là, cette concentration des affects en une tension paroxystique peut être romanesque, politique, romanesque. Bref, Raphaël Baroni parle d'une dimension timique liée aux affects, ce qui fait qu'on est pris par une histoire. J'entendrais donc ici le romanesque comme un vecteur et un canal affectif pour une réception exacerbée d'un sens agencé par la mise en récit et agrégé à nos représentations selon les mécanismes cognitifs de la fiction. Plongeons. Dès l'éditorial de ce fameux numéro de la NRF, Michel Crépu donne le ton. Le romanesque, c'est le jeu des passions retrouvées après la malédiction totalitaire et l'atonie post-totalitaire. Le commentaire s'appliquerait aussi bien aux vies politiques qu'aux vies littéraires de la France du XXe siècle. Engagement furieux des années de guerre et totalitarisme né de celle-ci, marque honteuse du rôle de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la marque rougeoie notamment, nous explique Nelly Wolff, au front de littératures expérimentales. Désengagement plutôt que silence pour le nouveau roman. Atonie politique aussi, et cela engage de la part de Michel Crépu une relecture de la Ve République comme long procédé de calcification de la vie politique, une vie politique de parti, rétive au changement d'envergure, et qui après 68 a organisé l'enfoncement du débat dans la satisfaction petite bourgeoise. On l'entrevoit déjà, et on l'a déjà beaucoup dit, peut-être est-ce moins l'action politique en elle-même qui mérite le qualificatif de romanesque, en tant qu'elle serait guidée par la passion et colorée par l'intensité, que la réception qui en est faite par Crépu. Et le romanesque est surtout à chercher dans l'œil de celui qui veut bien le voir, et dans ses souvenirs de lecture. Ainsi, Crépu écrit « Il y a chez le jeune président Macron quelque chose d'un Bonaparte postmoderne, et même post-post. Non pas tant un Bonaparte despote qu'un Bonaparte seul dans son aventure. Le sort des circonstances l'aura désigné pour bâtir un refuge solide après que les vieilles armoires familiales idéologiques se sont effondrées. C'est en effet une aventure de caractère bonapartien, l'histoire d'un jeune homme seul. » Voilà qu'avec la dernière élection s'ouvre l'épopée dont le souffle réunit le sublime romantique et l'époque contemporaine, par les fins et les retours, le post-post. Sous nos yeux ébahis, le roman d'initiation d'un héros solitaire, un aiglon, défait de l'escorte éléphantesque des partis, et on dirait que le reste, le monde, les soutiens financiers et médiatiques, les réseaux de coulisses ne compteraient pas. Romanesque de symboles, ici on le voit, aux antipodes d'une lecture matérialiste de la politique. À la question de Michel Crépu, qui l'interroge sur le sens qu'il donne à ce mot de romanesque, l'aiglon, enfin Macron, répond. Par romanesque, j'entends une redécouverte du sens tragique. C'est Dominique qui parlait ce matin des affinités entre le tragique, le mythe, le romanesque. Une perception non point technique du réel, mais dramatique, c'est-à-dire posant la question du sens. C'est ce moment où la politique devient une matière littéraire.
que la politique se redécouvre comme matière romanesque, on parlait du soufflet, veut dire cela très précisément. Ce que nous appelons la politique est un lieu où se pose, pour toute la société, la question dramatique du sens. L'émotion dramatique, donc, contre l'aridité technique. Non pas le détail qui fractionne le sens, mais le grand récit, la matière romanesque, qui l'informe et nous emporte tous. Nous, c'est-à-dire la société populaire, démocratique, populiste. Car tout se joue du côté de ce souffle, et l'intensité évoquée ne trouve son aboutissement que dans une réception qui la reconnaisse et la valide. L'aspect le plus décisif est le rapport aux Français. Il y a toujours deux choses au sein du pays, deux dimensions qui ne se confondent pas, l'exercice du pouvoir et l'incarnation du pays. Ces deux dimensions entrent en tension lorsqu'il n'y a pas une histoire, un drame, le sentiment pour la société d'une destinée qui se joue. Les Français sont malheureux quand la politique se réduit aux techniques, voire devient politicarde. Ils aiment qu'il y ait une histoire, j'en suis la preuve vivante. En réalité, je ne suis que l'émanation du goût du peuple français pour le romanesque. Le romanesque devient donc une fabrique du lien entre le pouvoir et la nation, par l'émotion. On aime, on n'aime pas, on est malheureux, on est embarqué. Il est question plus loin de l'émotion populaire, entre la pratique et le symbole. Nous avons besoin de restaurer les symboles qui nous unissent, et ce n'est pas ainsi soit-il qui dira le contraire. Entre l'un et le collectif, attention, pas le multiple. Le collectif, les Français, homogènes en leur nombre. Entre le micro, le détail technique, et le macro, la destinée, à la manière des drames antiques. Le romanesque, entendu en ce sens dans son formidable pouvoir de rallier les foules, est le vecteur des passions, le lieu du consensus. Et depuis longtemps déjà, on me voit venir à pas d'éléphant. Storytelling, évidemment. Le storytelling, machine à fabriquer des histoires, pour le dire avec Christian Salmon, mais qui met dans ce terme une connotation extrêmement péjorative. L'artificialité d'un produit industriel, fabriqué pour servir l'intérêt de quelques-uns, et non, pour en revenir à notre précieuse machine romanesque, celle d'Anne-Marie Gara, la formidable machine à histoire, ce moule certes, mais vertueux, qui permet d'organiser les parcours de la reconnaissance que Paul Ricoeur décryptait dans l'activité narrative. C'est d'ailleurs ce que Yves Citon aborde, égratignant Salmon au passage, avec, sous l'appellation de scénarisation. Dans Mythocratie, storytelling et imaginaire de gauche, Citon décrypte le fonctionnement du pouvoir politique comme mise en récit du monde, en dégageant 6 piliers de ce fonctionnement, dont, contrairement à mon éminent directeur, je n'énumérerai pas chacun de ceux-là, et je n'en citerai que 2, parce que ces 2-là résonnent précisément avec la notion de romanesque. Premier principe, gouverner en mythocratie, c'est d'abord organiser la circulation des flux individuels de désirs et de croyances. Je cite la Citon. On voit évidemment l'affinité avec le romanesque. Si le récit est un mode d'agencement du discours, le romanesque se distingue comme une énergie qui l'irrigue et qui se fonde sur l'affect, par la polarisation à l'extrême des émotions et des types représentés, une manière de narration exacerbée. Frédéric Lordon nous dit bien que l'affect est la nature même de la politique, pas son outil, sa nature, quand il écrit les affects de la politique. Deuxième pilier qui m'intéresse ici, organiser ces flux, cela veut dire produire et faire intégrer par la société une métaconduite qui détermine et conditionne des conduites ensuite libres. C'est-à-dire un ensemble narratif fixe, de valeurs, de convictions, intégré par les gouvernés à l'échelle sociétale et individuelle et reproduit sans qu'il soit nécessaire de les imposer explicitement. Dans la lignée de Foucault, Citon définit ainsi le pouvoir comme la faculté de faire vouloir ce que l'on veut, un peu à la manière d'une organisation de colloque. Forger des métaconduites ensuite reproductibles à une échelle réduite, anticiper et programmer les comportements. Dans sa fabrique d'un imaginaire soutenu par un discours ensuite reproduit à l'échelle individuelle, le gouvernant est à l'image du faiseur de puzzles, tel que Georges Perec le présente en préambule à la vie mode d'emploi. Chaque geste que fait le poseur de puzzle, le faiseur de puzzle l'a fait avant lui. Chaque pièce qu'il prend et reprend, qu'il examine,
qu'il caresse, chaque combinaison qu'il essaye et essaye encore, chaque tâtonnement, chaque intuition, chaque espoir, chaque découragement ont été décidés, calculés, étudiés par l'autre. Qui veut réfléchir au pouvoir doit alors se poser la question de qui et où se décident ces métaconduites. Si la vérité ultime de la politique est romanesque, reste donc à savoir qui prend la plume, et je ne parle pas des anciens normaliens qui officient en cabinet ministériel. Mais cette conclusion-là n'est qu'une étape. Et l'apport le plus stimulant des propositions de Citon tient, je crois, à ses réflexions sur l'économie de l'attention, réunissant ainsi les pôles de la fabrique et de la réception du scénario, dont on a tellement dit pendant ces 3 jours qu'ils sont indissociables. Et pour nous donc, définissant plus précisément le rôle que vient tenir le romanesque comme intersection dans ces échanges. Contrairement en effet à Salmon qui rejette le storytelling en tant que tel, par une hantise de la manipulation, peut-être une décorrélation du phénomène et de l'histoire des rapports entre pouvoir et récit, Citon s'éloigne non du mécanisme en lui-même que du simplisme du scénario habituel, fondé sur la reconduite sans fin des mêmes discours. Pour capter et conserver, car c'est là l'enjeu, l'attention du destinataire, en faisant varier le scénario pour autant, il s'agirait selon lui, Citon, d'avancer par reconfiguration et non révolution, moins par la rupture que par ce qu'il appelle la poussée, donnant à ce terme son sens physique, jusqu'à détourner le mythe actuel de son cours tout tracé. Citon se montre ainsi partisan d'une analyse pragmatique du lien entre récit et pouvoir, menée à échelle individuelle, l'échelle du micro. Poussée donc plutôt que révolution, et scène frappante contre récit totalisateur. Riche des apports des sciences cognitives sur nos manières de recevoir les récits, Citon montre en effet que notre attention y est moins captée par l'ensemble, qu'elle n'y est sollicitée et ensuite distribuée selon une économie de la scène et du moment d'émotion singulier. Le romanesque, pour s'investir en politique, devrait donc se déployer en situations et moments, par fragments et éclats, pour une intensité paroxystique. Dans cette même logique, et je poursuis avec Citon, ce n'est pas tant la société qu'il s'agit de changer, comme c'est le cas dans les réinvestissements actuels du populisme en politique, mais bel et bien les formes de vie. Le romanesque apparaît alors pour les plus optimistes comme une puissance de reconfiguration du quotidien par revalorisation de certaines valeurs. Il s'agirait d'injecter dans le mythe des précédents frappants sur le mode de la jurisprudence. Le pouvoir de fascination des récits tient donc moins à une intensité en continu qu'à la puissance fragmentaire de scènes particulières, car ce sont dans ces scènes-là que se cristallisent nos affects. Une dynamique de fragmentation que Citon met d'ailleurs en lien avec la définition que donne Lyotard de la postmodernité comme une époque de défiance face à tout récit totalisateur. C'est donc un romanesque du punctum plutôt que du nappé. C'est de celui-ci qu'il doit être question. Un romanesque de la notation, de l'investissement, de l'intérêt au réel quotidien, aux personnes, à tout ce qui se passe dans la vie. Et voilà que Barthes se joint à la ronde. Paradoxalement, et contre tout sentiment de lecture, comme l'est par ailleurs la définition de Barthes, l'une des formes romanesques qui correspond de manière paroxystique à ces caractéristiques-là serait, et on en a parlé avec Cécile, on en a reparlé ensuite, la scène romanesque comme moment paroxystique, entendue comme unité autonome dans la dynamique de la fragmentation et du tout. Et si on allait encore plus loin et qu'on en revenait à la définition narrative, la scène romanesque ne peut être que stéréotypée par nature. Si on allait encore plus loin, on irait jusqu'à dire que dans le cliché se logerait l'un des espaces où le romanesque peut être politique. Et évidemment, ne m'accusez pas d'un optimisme béat ou d'une naïveté coupable, même à cette heure et à ce jour de ce marathon romanesque. C'est là une solution peut-être complaisante, peut-être une réponse trop facile à l'épineuse question de la capacité du romanesque à se faire critique. Mais pour autant, je crois, pas une solution à écarter trop vite. Correspondant à une écriture de la scénette, en effet, le cliché fonctionne comme un embrayeur d'affectivité au sein du récit. Il est cet embrayeur parce que l'on s'y reconnaît. Il concentre, en effet, familiarité narrative,
nourrit en cela des compétences encyclopédiques du lecteur, et effet de reconnaissance subjective, c'est-à-dire à l'échelle individuelle. Pas de cliché sans sentiment de déjà vu, déjà lu. La scène où l'on raccompagne, écrit Christine Montalbetti, c'est la condensation du romanesque. Cela en soi me tiendra lieu d'exemple. On voit que le cliché fonctionne de manière métonymique, en fait. Une image, une vignette, et c'est tout le romanesque qui arrive au galop, oserait-on dire. Mobilisé dans le texte littéraire, certes, mais aussi, peut-être surtout, en dehors de celui-ci, dans les discours du quotidien. Et ceci tendrait à une lecture qui referait du cliché, topos, donc le lieu commun, l'expression paroxystique de la sensibilité romanesque, et potum, véritablement, où pourraient s'exercer peut-être les poussées dont parle Yves Citon. C'est Roland Barthes, à nouveau, qui évoque une forme de communion nouée autour du cliché romanesque, sans qu'il emploie toutefois ce terme précis, mais je vais vous montrer la citation pour que vous en jugiez par vous-même. C'est une communion d'un pathos simple, déployé dans ce qu'il appelle, lui, les moments de vérité, et qui répondent à une logique fragmentaire. Il faudrait accepter d'émietter le tout de l'univers romanesque, ne plus placer l'essence du livre dans sa structure, mais au contraire reconnaître que l'œuvre émeut, vit, germe, à travers une espèce d'élabrement qui ne laisse debout que certains moments, lesquels en sont à proprement parler les sommets, la lecture vivante, concernée, ne suivant en quelque sorte qu'une ligne de crête. Les moments de vérité sont comme les points de plus-value de l'anecdote. Il faudrait préciser le lien sémantique qui unit la scène, le fragment, l'anecdote, le moment, et la question de la ligne de crête qui se ferait donc en pointillé bien plus que d'un tracé sûr, parfois appuyé. Néanmoins, miette et sommet contre totalité. On retrouve dans ce souhait les accents paradoxaux de sa définition du romanesque, celle qu'il donne en 75, celle de la notation, pour former un ensemble de fragments et de notules témoins d'un investissement affectif dans le monde. Le cliché, à la fois en tant qu'il réactive une sidération propre à la reconnaissance hors de soi de ce qui nous est si familier, est alors l'un des lieux principaux de la captation de nos désirs et de nos croyances. Bon, bien sûr, je fais semblant ici de prendre au pied de la lettre ce qu'Emmanuel Macron n'énonçait que comme des intuitions dopées au prestige symbolique de la littérature et de la NRF entre toutes. Et il s'agit moins de m'adonner à mon tour à l'inlassable déploration du pouvoir effrayant des fables, du mythe de la caverne aux fake news, que de s'interroger sur toute une économie contemporaine de l'attention et sur les manières de réinvestir celle-ci, peut-être moins par l'élaboration d'un contre-discours, un storytelling de gauche, comme le dit Citon, mais lui aussi de manière provocatrice, que par une compréhension plus fine de ce qui se joue là, capable peut-être de rendre compte de la vie sans lui imposer immédiatement de calque réducteur, mais sans lui refuser non moins l'impression confortable d'une totalité cohérente, car c'est bien cela la dichotomie à l'œuvre dans le cliché. La valeur politique du romanesque tiendrait ainsi dans ces pépites rares qui nous accrochent au sein des romans fleuves, où l'on se reconnaît et qui nous mettent en mouvement. Moins la refondation d'un sens consensuel que la co-construction d'un espace commun, une grotte, comme dirait Lionel Ruffel, une cabane, pour le dire avec Marianne Massé. Mais je n'ai toujours pas répondu à la question de Tiffaine Samoyau. En fait, je l'ai déplacée. Les définitions initiales ont bougé. Nous sommes passés de la politique comme espace de conflictualité au politique, selon la distinction coopérancière, comme lieu de communauté et d'attention aux formes de vie, et du romanesque comme mise en ordre du sens, selon une axiologie et une représentativité symbolique, à un romanesque de l'éclat, catalyseur d'intensité plutôt que grille de compréhension. Peut-être n'avons-nous fait en somme que déplacer le lieu du consensus pour défaire celui-ci de sa pesante association avec l'idéologie dominante, à l'échelle macroscopique donc, et le ramener à taille humaine, à celle des formes de vie, à celle de la micropolitique. Passer enfin du consensus, mode totalisateur de passivité politique, à la
concorde, force vive d'élaboration de la vie commune. Le jeu de mots est séduisant, mais cela encore, comme le suggérait Tiffaine Samoyau, je crois, relève en fait davantage du geste, du fantasme et du désir éthique plutôt que du politique. Merci. Merci Morgane. Je crois que à la fin de ce colloque, on a eu droit non seulement à une conférence sur le mot romanesque, mais à une conférence qui avait un côté romanesque un peu elle-même. C'était très vivant, très vive et très très intéressant. Je vous donne immédiatement la parole. Est-ce que vous avez des questions à un des trois intervenants de cet après-midi? Oui, Gaspard, on peut parler sans micro, oui, hein, c'était pas vraiment une question, c'était une manière de relancer la très belle construction que tu as faite, Morgane, en un tout petit bout de la couverture, je m'excuse. Pour revenir un petit peu à ce que je présentais hier, je pense que on pourrait parler, s'agissant de la politique du romanesque, d'une infrapolitique de l'infraromanesque. Sans blague. Oui. En faisant usage de ce que James Scott appelle le texte caché dans une perspective anthropologique, la perspective anthropologique qui est la sienne, et qui désigne les discours de gouvernementalité que se donnent à eux-mêmes les populations dominées qu'ils observent sans les exporter. Il me semble qu'il y a vraiment des liens avec ce que tu dis, des effets de grotte, des effets de cabane, il y a un effet de scène romanesque, une forme de scénarisation, de reconfiguration que Citon ne nierait, je ne pense pas du tout. Et en l'occurrence, dans ce domaine anthropologique, une sorte de ce qui pourrait être une reconfiguration du méta-récit de Lévi-Strauss dans la mythologie. Voilà, je vais juste apporter ça, je trouve que ça rentre en résonance avec ce que tu veux dire. Oui, il n'y a pas besoin de réagir. Tu as parfaitement raison, je vois les échos qui se tissent déjà entre discours de gouvernementalité, la question des métaconduites et de l'intériorisation, et je te remercie pour cette référence. Très bien. D'autres questions? Monsieur Steinze? En ce qui concerne la posture de Macron, les citations que vous avez données, je me suis demandé s'il ne s'agit pas là d'une sorte de rénovation du roman national, qu'il faudrait situer cet aspect, le romanesque dans la politique, la politique du romanesque, dans un discours identitaire qui en France, de toute façon, un discours identitaire dominant, utilise toujours au moins des éléments romanesques, sinon, comme on l'a dit, il est lui-même un roman national. Donc, ce que Macron essaie de faire n'est pas si nouveau, je crois. Enfin, il utilise des termes que les politiciens plus vieux n'auraient pas utilisés peut-être. Mais ce qu'il fait, c'est donner une sorte de possibilité d'identification aux électeurs à travers sa stylisation comme un prolongement de ce roman national avec d'autres outils, pratiquement. Donc, il faudrait voir le romanesque du roman national et comment il se transforme dans le discours de Macron, par exemple. Oui, bien entendu. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai tenu à commencer en séparant, ou plutôt en distribuant les éléments qui revenaient, à mon sens, à la structure, au roman comme structure narrative, à la fiction comme structure cognitive ou comme fonctionnement cognitif, et au romanesque comme pouvoir d'emportement thymique affectif. Et je crois que si bien sûr la question de l'unification d'un sens politique et du désir et de la tentative de susciter l'adhésion par un discours totalisant qui propose une vectorisation, un sens et des personnages qui soient dignes d'un discours en outre facilement reproductible et facilement répétable, ceci en soi n'est pas nouveau. Ce qui me frappe et ce qu'il faudrait ajouter dans cette perspective historique
en empiétant sur le sociologique, c'est la posture adoptée ici pour une interview qui se donne dans une des revues les plus éminentes ou considérées comme telles du champ littéraire français, avec une très forte dimension méta-romanesque, en citant des personnages, en se construisant soi-même comme personnage romanesque, ce que l'éditorialiste Michel Crépu l'aide largement à faire. Et par ailleurs, ce qui m'intéressait était moins l'aspect de la construction d'un sens en vue d'une adhésion politique que de cet emportement affectif proprement romanesque, non pas au sens du genre, mais au sens du principe d'énergie. Et voilà, c'est ce que je réponds à ça. Merci beaucoup. Dominique? Oui, je me demande si on ne peut pas reprendre quand même la question d'un point de vue générique ou de conflit de notions esthétiques. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, Morgane, de ce livre de Jean-Marie Doménac qui déplorait une sorte de fin de la littérature dans ces années où cette chose est devenue un peu un lieu commun. Et ce que Doménac reprochait au roman en français du moment, c'est ce qu'il appelait le manque de morale d'action. Et on voit bien que un roman qui serait nourri de morale d'action et qui serait de ce point de vue-là un roman positif par rapport à ce que Doménac lui-même appelait, c'est marrant parce que l'expression est revenue dans ta bouche, l'aridité technique. Alors lui visait aussi un peu le nouveau roman, un genre de choses en disant ça. Le modèle de ces romans-là, c'est les romans de Malraux, en fait. Et ça, voilà quels sont les romans du politique au XXe siècle. C'est la condition humaine, c'est l'espoir, où il y a un débat du politique à l'intérieur de l'histoire, avec une conscience tragique de l'histoire, une conscience même épique de l'histoire à certains égards. Et donc, poser la question en termes de genre, ça veut dire essayer de voir quelles sont les modalités génériques littéraires à certains égards du politique dans les formes, une modalité générique du politique dans les formes littéraires. Et la première que nous avons, la grande modalité, c'est l'épopée, qui est la manière de construire une communauté autour d'un ensemble de valeurs incarnées par le héros positif qui les porte. Bon. Et si on réfléchit à partir de là, on voit bien comment on passe de ce premier modèle-là à un autre, qui sera appelé méta-récit de légitimation par Geoffroy Lyotard, et qui est le passage démocratique, parce que l'épopée c'est le moment aristocratique quand même, c'est la figure d'un seul qui rassemble toute la communauté sous ses propres épaules. Le méta-récit de légitimation entraîne la communauté vers ce projet, cette dimension politique à établir, à installer. Et il semble qu'en même temps, on voit là quelque chose qui est de l'ordre d'un glissement générique, dont le troisième terme, qui est peut-être notre moment présent, et c'est ce qui, moi, me semble justement extrêmement inquiétant, et qui est le passage du méta-récit de légitimation au méta-romanesque de légitimation, où il n'y a plus vraiment de récit au sens vectoriel du terme. On voit bien comment il n'y a pas de projet politique dans l'affaire macronienne, enfin, il y a un projet de gestion, il n'y a pas un avenir politique qui se dessine. Et du coup, quel est le romanesque qui est activé, quel est le storytelling? En fait, c'est effectivement un romanesque de particules, de petits détails, etc. Et le détail, c'est quoi? C'est l'histoire d'un élève épris de sa prof de théâtre, quoi. Et c'est ça qui fait vibrer les foules. Et donc on voit là une dégradation du politique, en fait. Et donc il me semble que cette dimension romanesque de ressaisie du politique est une manière de nier et d'évacuer véritablement le politique. Alors voilà, je sais pas, c'est des suggestions, je ne sais pas comment tu arriverais à accorder ça avec ton propre propos, mais il me semble que du coup ça permet de pointer quelque chose comme un danger actuel de dissolution de tout ce qui est de l'ordre du politique, justement. Mais en fait, et c'est peut-être... en fait, c'est pas du tout une contradiction, c'est un contrepoint qui n'a d'intérêt que parce que tu as posé ce que tu viens de poser, mais là tu réagis au romanesque macronien, mais on pourrait parfaitement parler du romanesque mélenchoniste, par exemple, et quand je parlais de populisme, quand je parlais de populisme donc, si je cite Mélenchon, au moment où on l'a attaqué sur son usage des émotions en politique, on s'adresse d'abord à la raison avec le programme. Ensuite, on convoque les sentiments. Il y a une affectivité spécifique à la famille politique humaniste. Et donc,
Bon, je continue pas. On pourrait parfaitement reprendre cette question de la cristallisation des émotions autour d'un programme idéologique fort, quoi qu'on en pense, chez les extrêmes, chez d'autres. Et tout ceci montrerait qu'on est peut-être moins loin de ce moment d'emportement des foules par un récit totalisateur fondé néanmoins sur un avenir, une vision d'avenir, une vision du monde, que sur l'épopée néo-bonapartiste du jeune Macron solitaire. Je suis pas sûr qu'il y ait un programme dans les ça. À mon avis, ce sont des affects qui se donnent l'air d'être un programme, mais ce sont surtout des affects, et des affects plus émotionnels. Si on parle en termes de posture ici, plutôt que... enfin, on pourrait faire des communications plus politiques, mais si on évalue les postures romanesques ou de soi comme soit auteur, soit personnage, parce que c'est pas la même chose, Macron c'est plutôt le personnage, Mélenchon l'auteur. En termes de posture, je crois qu'il y en aurait plusieurs, en fait, pas tout à fait similaires à distinguer dans le champ politique actuel. Juste un petit mot, et après je voudrais poser une question à Marina. Je pense qu'on a quand même, il y a cette fameuse analyse du fascisme proposée par Walter Benjamin dans l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité mécanique. Il dit, c'est le fameux épilogue qu'il écrit, et il dit les fascistes ont esthétisé la politique. Et on a une esthétisation, une romanesquisation, je ne sais pas comment on appelle ça, de la politique en ce moment. Marine Le Pen raconte une histoire, et elle raconte une histoire complètement romanesque. Je me demande vraiment, alors, la position de Walter Benjamin, qu'est-ce qu'il dit? Les fascistes ont esthétisé la politique. Et nous, on va, et ça c'est absolument génial, et ça explique le manque d'envergure de la gauche allemande pour réagir à ça. Nous, on va politiser l'esthétique. C'est aberrant ça. Et je pense, contrairement à toi, Dominique, qu'il est tout à fait légitime d'opposer, et c'est ce qu'il a fait Macron. Il a raconté une histoire, d'accord, romanesque, mais il a essayé de raconter une histoire pour l'Europe. Et il a essayé de charger cette histoire, de doter cette histoire avec une charge affective, pour créer une identification avec l'Europe. Et je trouve que c'est tout à fait légitime. Mais bon, on s'emporte parce que c'est la politique, parce que cette politique elle est devenue romanesque et c'est affectif. Je voudrais poser une question à Marina. Puisqu'on y est, là, le romanesque se promène un peu partout. Et toi, tu as très bien montré que la photographie peut fonctionner comme support au romanesque, à des récits romanesques. Alors la question que je me suis posée en t'écoutant, mais est-ce que une autonomisation de cette dimension romanesque de la photo peut aller si loin que on pourrait parler, comme Anne-Sophie l'a fait pour le romanesque des mots, est-ce qu'on pourrait parler, dans un sens propre au terme, d'un romanesque de la photographie? Est-ce que ça est concevable? Est-ce que ça pourrait exister? On a parlé de Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, et là, elle développe quelque chose comme ça, en germe, une théorie. Mais est-ce que tu penses que ça peut exister, ou est-ce que tu crois, non, c'est narratif, et un point c'est tout, et la photographie ne raconte pas l'histoire, à moins d'avoir des livres photographie, etc. Si, merci pour la question, aussi la question et la remarque. Je crois que la photographie aussi pourrait être romanesque, surtout si tu regardes des photos d'art. Donc là, c'est vraiment c'est un essai de faire de la photographie un médium qui raconte pas seulement, mais qui raconte des histoires aussi. Mm-hmm. Donc c'est peut-être pas raconté dans le temps, donc, mais montrer un moment, un punctum, disons, mm-hmm. de quelque chose qui n'est pas réel. Donc aussi la photographie, c'est pas nécessairement indiciel, donc c'est pas nécessairement le mimétisme. Donc si on regarde toutes les photos d'art, là c'est pas vraiment un reflet de la réalité. Donc il y a tous les moyens de changer ce qu'on voit, donc surtout maintenant avec la photographie digitale, donc ça c'est numérique.
Donc ça change beaucoup. Hein. Donc, on a des possibilités. Aussi les photographies de Sophie Calle, par exemple, ce sont les installations, ce n'est pas le réel qui est reflété, mais ce sont les mises en scène. Donc, même si c'est vrai que c'est la réalité qui se reflète dans la photo, mais quand même, il y a une installation ou une fantasmagorie avant ça. Donc, je crois, oui. Chez Sophie Calle, il y a effectivement cette mise en place narrative, comme tu le dis, par l'installation. Mais en revanche, je trouve que la question de Yoren est vraiment capitale sur cette dimension du romanesque de la photo. Je donnerai 2 exemples de ça. Je pense aux photographies, vous connaissez tous, de Salgado, par exemple. Sur les, je sais pas, les exils, une photo d'un réfugié comme ça, même si elle est simplement un fragment d'instant ou de seconde, elle raconte une histoire. Hein. D'ailleurs, Anne-Marie Gara a fait un livre sur les albums de famille, les albums de photos de famille, qu'elle a appelé roman. Et on voit comment on peut déployer cette histoire. Mais il y a une autre photo, tout le monde la connaît, mais je ne me souviens plus du nom du photographe qui a fait ça, et qui est vraiment très intéressante du point de vue de nos discussions. C'est cette photo qui avait été prise en Algérie au moment des violences du fils et du GIA, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et c'était une Algérienne qui portait son enfant mort, son mari mort, je ne sais plus bien, qui était une vraie piéta. On l'a vu partout, cette image. Elle devenait un tableau, en fait, cette photo. Et en fait, elle disait tout, parce que c'était une vraie photo, voilà, saisie du réel, un fragment de réel, mais en même temps qui faisait écho vers du romanesque. Alors ce romanesque que pointait tout à l'heure Yoren, qui est le romanesque de l'évangile, la Bible, etc. Et en même temps, du coup, dans l'espace que ces 2 images, qui n'en étaient qu'une, dessinaient, c'est toute une histoire qui se racontait. Et donc, voilà, tout un espace narratif potentiel, c'est ce que j'esquissais tout à l'heure, qui était là, dans la photo. Donc la photo, elle est déjà éminemment romanesque par ses capacités qu'elle a de faire appel à ça. Même chose pour la fille brûlée au napalm dans la guerre du Vietnam. Enfin, c'est à chaque fois, ça raconte des histoires. Tu veux répondre C'était plutôt une remarque, mais c'est vrai, c'est complètement vrai. Donc, il y a Laurent. C'était une question à Morgane, en fait, peut-être pour te demander de préciser ta position finale, ce que tu développes dans la deuxième partie de ton exposé, un romanesque politique fragmentaire, de l'attention aux formes de vie, en allant convoquer Citon, Rancière, Hélène Massé. Et voilà, j'entends bien ça. Et tu as une petite coda à la fin de ton exposé qui renverse ces gestes, ces considérations politiques en les requalifiant du côté de l'éthique. Ce à quoi je suis d'accord. Mais c'est aussi une façon d'invalider très fortement le modèle que tu as constitué. Et donc on attendrait presque un troisième moment de ton 40 minutes. Non, mais pour la version écrite, c'est-à-dire après ce romanesque bonapartiste, macronien, après des formes de romanesque fragmentées qui sont du côté des formes de vie, d'une attention au concret, etc. On attendrait vraiment la position qui est la tienne. Parce que la façon que tu as de renvoyer, je pense à juste titre, ces fantasmes-là du côté de l'éthique plus que du politique, c'est-à-dire prenant presque en contradiction Rancière, c'est-à-dire qui regrette que l'on soit dans un moment éthique et non plus dans un moment politique, ça amène à se demander quelle forme de romanesque politique on peut s'inventer. C'est-à-dire, est-ce que c'est le storytelling de gauche qui serait la position que tu défendrais? Est-ce que ce serait encore un romanesque révolutionnaire? Ce que j'entendrais très bien, mais voilà, c'est ta position. Engage-toi. Non, moi je me planque derrière le cheval. Oui, non, mais ne votez pas Morgane, c'est une mauvaise idée. Merci Laurent, c'est juste. Et évidemment, tu as perçu ce moment où je me refuse la satisfaction bien plus confortable pour moi de considérer que ce politique-là, à la Rancière, me satisfait. Et je me sens obligée, par éthique, de reconnaître que non. Ce n'est pas la puissance. Si par romanesque on entend pouvoir d'emportement, si par romanesque on entend pouvoir de réouverture de possibles, mais de possibles, si par politique cette fois on entend à l'échelle du collectif, à l'échelle avec l'horizon du futur,
Alors je ne sais pas si fondamentalement, bon, je sais qu'aujourd'hui je ne saurais pas définir ce que ça pourrait être, et je ne sais pas si fondamentalement je l'ai croisé dans des lectures, du moins à celles auxquelles j'ai réfléchi pour cette communication. Il y a des traces, mais tout ça demande beaucoup plus de réflexion que le brouillon que je pourrais fournir maintenant. C'est-à-dire, je te remercie, et la version écrite commencera par « Comme me le demandait Laurent Demanze ». Voilà où revient la confrontation. Tu as raison, merci beaucoup. Cette question que tu poses, ça évoque quelque chose dont on a parlé tout au début du colloque déjà, l'éthique du romanesque, les différentes éthiques du romanesque. Et moi, je pense, contrairement à toi, peut-être qu'il y a une légitimité de ça. Parce que qu'est-ce qu'on oppose à ces discours complètement aberrants de l'extrême droite, du populisme, etc. J'ai étudié ça un peu en Catalogne pour la question catalane, et c'est ahurissant. Les histoires qui se racontent, et ça marche. Et c'est pas du tout les gens d'en bas qui font ça, ce sont les gens, les Catalans riches, qui racontent constamment « nos roban », ils nous volent, Madrid nous vole, etc. Et ça a une charge affective extraordinaire. C'est la structure manichéiste du romanesque habituel, les bons, les méchants, et on raconte une histoire, et ça marche. Et il n'y a que ça qui marche. Il y a tous les arguments, ils les ont pas de leur côté. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Et je trouve qu'il faut opposer, et c'est ce que le gouvernement espagnol n'est pas arrivé à faire, opposer une autre histoire à ça. Il faut un contre-romanesque, il faut créer un contre-romanesque, et je trouve que on peut s'engager même de ce côté-là, quoi. Ça, c'est des affects qui se donnent l'image d'un programme, qui se dissimulent en programme, qui ne sont pas un programme. Il faut poser un programme pour le poser mais en fait, tout dépend. Est-ce qu'on parle d'efficacité, auquel cas il y aurait besoin certainement, selon l'idéologie que l'on veut soutenir, d'un discours d'emportement et d'adhésion qui correspondent, la soutiennent et puissent propulser des électeurs vers les urnes. L'image de la propulsion d'électeurs me séduit immédiatement. Mais enfin, est-ce que, si on revient sur le plan littéraire, en ce qui me concerne, ce n'est pas cette idée-là d'un romanesque politique qui m'intéresse le plus, pas au sens critique. Si on cherche un espace romanesque critique, quel serait-il? Muriel, tu as raison si tu parles d'un récit, un grand récit, un roman national, au sens de M. Schlenzer tout à l'heure. Je parlerai plutôt d'un roman européen, mais on va voir comment ça va terminer demain. Je trouve que l'Europe n'a pas à créer de bonnes histoires non plus, et ça, peut-être demain ça va nous tomber dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors je donne la parole aux gentilles organisatrices. Je te prie de prendre place à côté de Morgane et de faire la synthèse du colloque.